Notre prochaine invitée, qui est Karine Bertrand, qui est une psychologue PhD. Bienvenue. Elle est professeure titulaire au département des sciences de la santé communautaire de l'Université de Sherbrooke, ainsi que directrice scientifique de l'Institut universitaire sur les dépendances. Elle est titulaire de la chaire de recherche sur le genre et l'intervention en dépendance, la GID. Je ne sais pas ce qu'on dit. Oh, attendez, laissez-moi changer ça. Merci. J'ai d'autres qualités, hein? Je vous le dis. Ces travaux de recherche visent à mieux comprendre les facteurs influençant le processus de changement au cours des trajectoires d'utilisation de substances psychoactives, ainsi qu'à développer et évaluer des interventions en dépendance. Nous aurons la chance de l'entendre nous parler des politiques et modèles de soins intégrant la réduction des méfaits pour les stimulants, un continuum de développement et d'approche. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Donc, merci pour cette invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'aborder ce sujet qui est aussi un survol très rapide, qui est finalement tout un large domaine. Et ça sera vraiment intéressant de l'aborder d'ailleurs sur le terrain avec le panel à la suite, puisqu'il y a beaucoup d'expertise dans la salle. Donc, je me suis donné 3 objectifs pour la présentation d'aujourd'hui. De partir peut-être d'un cadre plus large, de voir comment on parle beaucoup de réduction des méfaits, mais on se rend compte qu'on a des conceptualisations parfois différentes. Donc, d'aborder l'approche de réduction des méfaits dans une perspective intégrée, c'est quoi, de quoi on parle au juste, et comment l'approche syndémique, qui prend en compte des éléments plus macro, des éléments d'obstacles structurels, notamment des éléments de justice sociale, comment est-ce que ça peut nous amener aussi à réfléchir nos approches de réduction des méfaits, à notre compréhension des conséquences aussi des méfaits qui sont liés à l'usage plus spécifiquement stimulant, pour vous donner aussi quelques exemples en fait de modèles qui sont basés sur ces approches plus intégrées et syndémiques. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Un rapide résumé. Parfois, on va parler beaucoup, quand on regarde la recension des écrits, pour préparer cette conférence-là, je suis allée voir aussi les pratiques efficaces recommandées. C'est sûr qu'on parle souvent des stratégies en tant que telles, donc d'où l'importance, parfois on va comprendre la réduction des méfaits en se limitant aux stratégies en elles-mêmes, qui sont importantes, mais qui doivent s'inscrire, comme c'est le cas dans le traitement, ce qu'on a discuté aussi précédemment, dans un cadre plus large. Ça ne se limite pas non plus aux risques biologiques, et c'est fondé aussi sur des principes et des valeurs. Donc, un rappel très rapide, on en discute à travers les différentes journées annuelles. On sait que ça a vraiment émergé dans les années 80 avec l'arrivée de la crise du VIH, avec des principes de pragmatisme, d'humanisme. On a des stratégies aussi qui sont liées à ces principes-là, du fait d'aller à la rencontre des personnes qui font usage de substances, là où elles se trouvent. Une approche aussi qui veut mettre en hiérarchie les objectifs. Quand on parle beaucoup aujourd'hui de prendre le temps, mais prendre le temps aussi en fonction de ce qui est prioritaire pour la personne elle-même, et que c'est donc réaliste, considérant le moment où elle en est dans sa trajectoire et ses conditions de vie. C'est aussi une approche qui, est parfois, on tend à l'oublier, mais qui met quand même au cœur la question de la participation des personnes. Ça a été nommé beaucoup aujourd'hui aussi, qui est au centre, qui utilise et aussi une approche collective. Donc, non seulement la personne qui est au centre de son propre suivi ou de ses propres services, mais aussi la notion d'approche plus collective. Alors, c'est aussi une compréhension qui se veut multidimensionnelle. Donc, on parle des risques biologiques, mais aussi des risques sur le plan psychologique, la santé mentale, les risques sur le plan social. Et le dernier élément aussi qui apparaît peut-être plus récemment dans la littérature, où il y a beaucoup, je trouve, dans les 5 dernières années, d'écrits sur l'importance aussi d'avoir une approche qui promouvoit la justice sociale et l'équité en santé et qui met une emphase dans la conceptualisation de nos modèles sur la réduction des facteurs structurels de discrimination. Donc, on en a parlé aussi ce matin, le fait qu'il y a des barrières qui sont spécifiques, par exemple, aux femmes par rapport aux groupes minoritaires, les questions de précarité. C'est bien de dire qu'on a des données probantes, mais est-ce que les personnes qui sont marginalisées, désaffiliées, ont vraiment accès à des services basés de données probantes? Donc, c'est ces éléments-là aussi dans un modèle qu'on doit prendre en compte. Et aussi toute la question de la stigmatisation.
que nos modèles réfléchissent aussi à la manière dont on va réduire cette stigmatisation-là, qui se produit souvent malheureusement en contexte de soins de service, comme on l'a d'ailleurs abordé au cours de la journée. Donc, ce qui est intéressant de ce texte-là, je trouve, c'est pas nécessairement, c'est 2019, mais c'est un bon travail qui a été fait pour un peu revoir les conceptualisations de la réduction des méfaits, parce qu'il y a quand même une hétérogénéité dans la façon de la définir, puis la façon sur quel accent on met, puis je trouve qu'il définit les 7 éléments clés qui sont bons de se rappeler quand on réfléchit à des modèles à mettre en place en réduction des méfaits pour les personnes qui utilisent des stimulants. Donc, on est sur cette question d'avoir un focus sur la réduction des méfaits plutôt que la réduction de l'usage en soi. Ça, on peut en faire partie. On dit souvent la réduction des méfaits, ça peut être réduire l'usage, c'est tout le continuum, ça n'exclut pas l'abstinence, mais c'est beaucoup plus que le fait d'agir sur la substance en elle-même uniquement. Et le fait d'agir sur les facteurs économiques et sociaux, c'est aussi central. Donc ça, c'est un élément qui est à prendre en compte aussi dans nos modèles. Quand on parle de participation des personnes qui utilisent des substances, le principe de rien sur nous, sans nous, dans la planification de l'offre de services, c'est aussi un élément central dans une approche réellement intégrée de réduction des méfaits. La notion aussi de la promotion des droits humains, par exemple, le fait qu'on met l'emphase sur l'autodétermination, la dignité, le respect. Donc, comment, par exemple, c'est un élément qui est intéressant dans le travail qu'on fait avec le tapage au Québec, pour ceux qui le connaissent, qui est Travail alternatif payé à la journée, qui est un programme de réduction des méfaits qui est basé sur l'accès à un travail payé à la journée. Puis j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard sur la notion de contingence. Je trouve intéressant les discussions, mais je trouvais que cet élément-là a été ajouté dans la dernière modélisation. On est au milieu d'une recherche-action sur le fait que de faire la promotion des droits de l'accès à un emploi, mais d'un droit à l'implication sociale, le travail d'influence qu'on peut avoir avec des partenaires, dans ce cas-ci, par exemple, du secteur de l'emploi, ça a même été intégré comme une composante essentielle qui a fait consensus dans le développement du dispositif qui maintenant est dans 25 endroits au Québec. Fait que je trouvais intéressant aussi que ce volet-là est moins souvent abordé clairement dans nos modèles, mais qui fait partie aussi des composantes de cette recension-là des écrits comme une partie intégrante de la réduction des méfaits. Une approche, bien sûr, à bas seuil d'exigence avec des soins qui sont offerts dans la communauté, qui proposent des stratégies variées pour aussi rejoindre les personnes. Les questions, bien sûr, de neutralité, non-jugement, des pratiques qui sont pragmatiques, on le disait, puis dans la question d'être adapté et innovant, le fait de répondre aux besoins immédiats, pressants et changeants des personnes. Et c'est là où la recension met de l'avant la question de l'approche holistique sans nécessairement la développer beaucoup. Mais pour moi, c'est là où arrive la question de l'approche syndémique qui, comme approche, est vraiment très reliée à cette perspective beaucoup plus intégrée, centrée sur la personne quand on définit une approche de réduction des méfaits. C'est une approche syndémique qui se marie très bien, je dirais, avec cette perspective-là plus complète de la réduction des méfaits et qui va vraiment creuser les liens, la question de l'approche holistique en lien avec ce cumul de difficultés qui est souvent vécu par des groupes, des sous-groupes qui tendent à être plus marginalisés. Donc, on va regarder dans quelle mesure ça va nous amener à élargir notre compréhension de la réduction des méfaits, puis aussi des risques et méfaits là, liés aux stimulants, parce que c'est une approche qui a été aussi appliquée, je vais revenir sur une application de cette approche-là syndémique spécifique aux stimulants. On parlait de la question des crises. Il y a eu la crise du VIH, ça a été aussi à l'origine, ce concept-là a été vraiment développé. Vous avez la référence là en bas, en contexte de la crise du VIH aussi, comme la réduction des méfaits. C'est aussi une approche à laquelle on réfère en lien avec les crises, parce que ce qu'elles ont en commun, que ce soit des crises sanitaires, notamment comme la COVID-19, la crise du VIH ou des surdoses, c'est des crises qui vont accentuer les inégalités sociales de santé. Il y a un texte intéressant de Horton en 2020 qui titrait d'ailleurs que la COVID-19 n'est pas une pandémie, c'est une syndémie. Pour illustrer le fait que les conséquences liées à ces crises-là, c'est que ça accentue vraiment les inégalités sociales de façon générale et puis les inégalités en santé. On avait d'ailleurs documenté avec une réponse rapide à ce moment-là, avec un groupe ici au Québec, qu'effectivement, notamment les femmes, les personnes des minorités sexuelles, la pluralité des genres,
vivaient des obstacles supplémentaires et avaient aussi des portraits plus compliqués et des impacts plus sévères liés à ces perturbations qu'on a vécues importantes. Ce que ça dit, la syndémie, si on y va quand même assez rapidement, il y a deux principes à retenir. C'est le fait il y a plusieurs enjeux de santé ou de troubles qui vont s'aggraver les uns les autres. Donc, on n'additionne pas, c'est une synergie. Souvent, ça vient ensemble, puis il va y avoir des interrelations qui fait qu'il y a vraiment une aggravation mutuelle des différents troubles et problèmes de santé. Puis ça affecte davantage certains sous-groupes de la population. Ce n'est pas des interrelations, des concomitances qui affectent également tout le monde. Puis ce qui va nous permettre de cibler certains sous-groupes qui sont davantage affectés, c'est de regarder aussi les facteurs plus macrosociaux, donc les conditions sociales, la question de la pauvreté, de la précarité. On parlait de la stigmatisation, une stigmatisation de certains groupes qui est davantage accrue, on y reviendra, mais la question de la stigmatisation des personnes qui consomment des stimulants, la représentation que c'est des personnes violentes avec qui on a peu de possibilités d'apporter une aide, va amener parfois effectivement, comme c'était souligné aujourd'hui, des barrières spécifiques où ils vont être exclus de certains services ou qui vont amener certains sentiments d'impuissance puis des situations plus difficiles en contexte aussi de soins. La question du stress, puis des éléments aussi de violence structurelle, de barrières d'accès aux services qui sont spécifiques. Donc, on va vouloir analyser qu'est-ce qui va expliquer ces sources d'inégalité-là, mais en fait, en vue d'établir un modèle d'intervention en réduction des méfaits et de collaboration qui va prendre en compte les constats de cette analyse-là qui se veut appliquer. Donc, l'approche syndémique, c'est un cadre, c'est des constats qu'on a abordés d'une façon ou d'une autre aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça se veut aussi un cadre d'analyse qui se veut un cadre d'analyse qui nous permette d'analyser un contexte local. Notre organisation dans son écosystème pour une population donnée, comment est-ce que je peux développer une approche qui soit adaptée à ce contexte précis pour un sous-groupe précis. Donc, c'est un cadre d'analyse qui va tenir compte des déterminants sociaux de la santé. On parle donc, par exemple, évidemment, de l'accès aux revenus, de l'accès à un logement, de l'accès à un emploi, par exemple, les inégalités sociales. Alors, voyons ce que ça veut dire concrètement. C'est intéressant, le cas de San Francisco. Il y a eu une analyse approfondie de cet État-là, considérant que c'est un des endroits où ils ont vraiment intégré l'approche syndémique de façon officielle. On parlait des politiques. Bien, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un plan d'action stratégique de l'État de Californie où on a voulu orienter de façon formelle la prévention des soins en VIH avec une approche syndémique. Et c'est un cas qui a été étudié pour voir mais dans quelle mesure concrètement, qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, cette approche syndémique-là, puis ça se traduit comment sur le terrain, comment ça peut s'appliquer, puis est-ce que vraiment ça donne des résultats intéressants. Donc, dans ce cas-là, à San Francisco, on a déjà identifié en termes de pratique l'importance d'avoir une approche holistique centrée sur la personne, en lien avec la réponse aux besoins des personnes qui avaient le VIH. Donc, l'accès au logement, nourriture, revenus, la réponse aux besoins complexes de santé. Donc, les questions de dépendance santé mentale. L'autre élément aussi, la question de l'analyse du système de santé. Donc, on a mis ensemble, quand on a développé le modèle, un point commun, lorsqu'on a réuni les acteurs autour de ce modèle-là, c'est d'affirmer qu'on souhaitait avoir des services sociaux de santé intégrés, tournés vers un objectif de mieux-être. Puis ça aussi, quand on regarde l'évaluation de l'efficacité de nos approches, d'ailleurs, on est beaucoup dans des indicateurs d'abstinence. Parfois, on tient en compte la réduction de la consommation, mais l'objectif de mieux-être, qui est au cœur des approches de réduction des méfaits, est plus rarement évalué comme effet des interventions. Mais dans ce cas-ci, c'était vraiment l'objectif au cœur du modèle. L'autre élément, c'est la question des collaborations institutionnelles qui inclut les secteurs communautaires et les secteurs publics. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Ce qui est intéressant, puis ça, on l'observe entre autres dans la recherche-action qu'on mène actuellement pour Tapage, qui est un que j'ai en tête, le travail alternatif payé à la journée, entre autres, mais dans d'autres initiatives aussi, c'est comment est-ce qu'on arrive à financer parfois des initiatives qui impliquent plusieurs institutions différentes, puis en plus dans des secteurs différents. Il y a un enjeu majeur en termes d'implantation parce qu'en fait,
le modèle ici, c'est d'avoir des innovations qui sont aussi financières. Donc, quand on positionne par une politique qu'on a une approche qui est intersectorielle, qui vise le mieux-être, puis qui implique des acteurs différents, ça veut dire aussi ce qu'ils appellent un financement combiné. Alors, c'est quoi un financement combiné? Les caractéristiques d'un style de financement qui facilitait l'implantation de ces pratiques-là, c'était d'avoir déjà un financement qui avait un cadre commun, qui impliquait en fait des rapports de pouvoir égalitaires entre les différentes institutions et des éléments de reddition de comptes qui étaient intégrés aussi. Souvent, ce qu'on voit sur le terrain, des fois, c'est déjà le fait qu'on a des fois des indicateurs de succès qui sont même contradictoires ou très différents, un certain essoufflement et surtout une incohérence entre différents indicateurs de succès. Donc, on avait ici la notion des innovations en termes de type de financement qui était quand même au cœur, soit des échecs ou des difficultés à implanter ou encore des succès à implanter ce type d'initiative-là. Donc, dans ce texte-là, ce qui est intéressant, on notait que les barrières étaient quand même importantes dans l'application. C'est un peu ce qu'on se dit, on est entre convaincus, mais j'ai l'impression qu'il y a encore du chemin à faire. C'est ce qu'on nomme sur comment on travaille ensemble. Donc, il faut être conscient des barrières pour trouver des solutions innovantes. Les barrières, donc, amènent quoi? C'est l'implantation disparate et partielle de l'approche syndémique. Donc, à San Francisco, ce qu'on a vu, c'est, OK, tout ce qui est sur papier, c'est pas ce qu'on voit quand on va prendre la photo. Il y a des choses intéressantes, mais c'est vraiment variable. Les obstacles liés au modèle de gouvernance aussi, comment on travaille pour qu'il y ait vraiment une prise de décision partagée puis qu'il y ait un respect mutuel des différents pouvoirs et compétences. Des enjeux aussi en termes de financement qui vont alimenter des enjeux de compétition puis des offres de services en silo malgré tout. La question pour les stimulants, je l'ai noté ici en parallèle à cette étude-là de San Francisco, il y a vraiment les éléments des bloqueurs étaient au niveau des soins spécifiques, au niveau de l'utilisation des stimulants qui va amener parfois des freins à la collaboration. En même temps, malgré ces difficultés-là, le constat, les conclusions dans l'évaluation du modèle de San Francisco, c'est que ça a été un moteur d'innovation. Le fait que ce soit dans les politiques puis qu'il y avait une vision commune pour mettre en place ce modèle-là, ça a amené des collaborations intersectorielles nouvelles qui ont amené de la satisfaction et qui ont fait progresser l'adéquation de la réponse aux besoins dans une perspective plus holistique. C'est donc, et ça en soi, la vision commune autour des principes de cette approche-là syndémique a aussi été identifiée comme une valeur forte de ce positionnement-là puis de cette stratégie-là. Et ça a permis de documenter des initiatives prometteuses qui intègrent l'approche de réduction des méfaits et qui l'intègrent aussi dans un secteur, entre autres en santé, services sociaux, dans le secteur public où c'était moins dans la culture ou moins dans les habitudes. Alors, plus spécifiquement, ça c'est de façon plus générale. Sur le plan des stimulants, je vais vous présenter comment Blair, cette fois-ci, présente un modèle spécifique qui correspond et ce qui était peut-être intéressant aussi de soulever, quand je regardais aussi cette littérature-là, Blair ne va pas nommer l'approche syndémique en soi, il va plutôt nommer une approche de réduction des méfaits intégrée, donc avec une perspective holistique et centrée sur la personne, mais de fait, quand on regarde l'ensemble de son analyse, c'est pas mal l'application aussi de l'approche syndémique. Donc, c'est des lunettes un peu théoriques différentes pour le voir, mais pour moi, c'était une application vraiment d'une perspective syndémique aussi à la réduction des méfaits. Donc, et déjà, les intersections, il y en a plusieurs. Qu'est-ce qui fait quel cumul de troubles auprès de quelle population? C'est ce que je disais, il n'y a pas nécessairement un modèle pour tous les types de populations. Dans ce cas-ci, on a examiné le VIH, l'utilisation de méthamphétamine et les pratiques sexuelles à risque et comment ça venait en intersection aussi avec un groupe minoritaire plus à risque sur le plan du VIH, sur le plan des substances, qui sont les hommes gays bisexuels et autres hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Donc, ça a été vraiment comme sur cet exemple-là. On a constaté, il y avait un consensus sur le fait que ça nécessite une approche holistique. Et ce que ça veut dire aussi, on l'a un petit peu identifié ce matin aussi, on a beaucoup moins de recherches sur les bénéfices aussi de la consommation. Puis souvent, c'est un élément important à prendre en compte dans l'intervention. Donc, ce qui est indiqué dans cette approche-là que je trouvais intéressant, c'est qu'à la base, quand on a une approche holistique, il faut partir des forces et des compétences des personnes, puis de toutes les initiatives qu'elles vont mettre en place pour prendre soin d'elles aussi.
Et en fait, la consommation est souvent aussi une façon de prendre soin de soi sous différents aspects. Alors, elle doit reconnaître cette approche-là, les bienfaits de l'usage de stimulants pour la personne et donner des exemples. Par exemple, dans cette population-là, souvent, c'est un comportement qui va amener notamment des expériences sexuelles plus positives, parfois même une difficulté de vivre une certaine satisfaction sexuelle dans d'autres contextes. Ça peut varier d'un individu à l'autre, mais c'est quand même un élément important à prendre en compte. La question d'image corporelle, beaucoup de bénéfices souvent associés à des soucis, des préoccupations par rapport à son image corporelle. Le sentiment d'appartenance, aussi à une sous-culture, le fait de briser l'isolement, de se sentir proche et de partager une communauté. Le fait aussi d'avoir de l'énergie physique et psychologique reliée à la prise de stimulants. Plusieurs des personnes qui consultaient leur service étaient dans une situation de précarité économique et le fait de prendre des stimulants les aidait à travailler davantage pour ultimement être capable d'arriver puis de boucler le budget. La question aussi de l'itinérance, bien, les stimulants, parfois, ça permettait de rester éveillé la nuit puis assurer une certaine forme de sécurité. Fait que la place du stimulant dans la vie de ces personnes-là était quand même assez importante. Et donc, une approche comme celle-là demande au départ de s'y intéresser et de comprendre et d'ajuster l'intervention à ça. J'ai nommé aussi en complément au Québec Georges Flores-Aranda ici, qui s'est intéressé, avec Maxime Blanchette aussi, si vous êtes intéressé, qui a publié une thèse en français à l'Université de Sherbrooke, à partir de la perspective des hommes eux-mêmes, GBRSA, qu'est-ce qui sont leurs besoins, puis comment mieux répondre à ces besoins-là. Donc, dans cet article-là de Georges Flores-Aranda, il discute justement la notion de plaisir, qui est un peu un tabou peu étudié, mais souvent comme une espèce d'absent dans les conceptions des interventions en matière de chemsex. L'autre élément que je trouvais intéressant dans l'étude de Blair puis de ce modèle-là qu'ils ont évalué, c'est que quand je parle de cadre d'analyse, c'est que donc, lorsqu'on a une approche syndémique, ça veut dire d'identifier des multiples expertises. On a des multiples enjeux de santé qui s'aggravent les uns les autres et qui sont dans un contexte aussi plus large, social, où il y a des conditions de pauvreté, des violences structurelles en termes de rappel. Donc, quand on parle de ce cas-là, on a identifié des expertises nécessaires sur le plan des services VIH, des services dépendance, des services santé mentale, mais aussi de penser c'est quoi les déterminants sociaux de la santé, puis les enjeux plus spécifiques de prévention. Donc, quand on parle d'équipe multi, il y a plus de détails que ça dans l'article. Donc, on réunit, on rassemble des médecins spécialistes au niveau du VIH, des psychiatres, des psychologues, des travailleurs sociaux autour des enjeux de VIH, dépendance, santé mentale. Les pairs, on va les nommer aussi comme un élément important en dépendance, prévention. Je pense qu'il aurait pu être ailleurs, mais c'est là où, je pense, dans cette offre de service-là, il y avait déjà des expertises en place. Donc, on les a placées dans ce modèle-là à ces deux endroits-là. On a aussi, sur le plan des déterminants sociaux de la santé, eu une équipe qui était spécifiquement dédiée, consacrée à évaluer, accompagner, puis favoriser une réponse aux besoins. Donc, des intervenants sociaux, des intervenants communautaires, puis aussi le gestionnaire de cas ou case manager. On a aussi fait une analyse des défis liés à chacun de ces types de services-là. Par exemple, ce n'est pas complet ici, mais l'adhérence au traitement, les notions de coinfection pour ce qui touche le VIH. Au niveau des dépendances, en lien avec l'utilisation de stimulants, bien, la question des polyusages. Donc, dans la question des bénéfices, puis du fait que les gens cherchent à prendre soin d'eux-mêmes, puis aussi de réduire les risques, on le nommait ce matin que le service arrive souvent plus tard dans leur trajectoire. Ils vont d'abord chercher eux-mêmes à réduire les risques. Bien, il y a la question des fois, par exemple, des dépresseurs. Ça peut être une utilisation accidentelle de fentanyl, parce que le marché illégal, on ne consomme pas toujours ce qu'on pense consommer, mais parfois volontaire de différentes substances. Il y avait Rocio Motoocha, ici une chercheure au centre-ville, qui avait bien identifié les benzos comme un pattern assez fréquent, combiné aux stimulants, pour finalement se calmer après une prise de stimulant. Donc, le but ici, c'est de prendre soin de soi, de se calmer, mais ça peut être un mix assez dangereux et à risque pour les questions de surdose. Je trouvais intéressant que le constat qu'on avait fait il y a quelques années à Montréal, dans les pratiques ici chez les usagers, c'était aussi nommé comme un enjeu à prendre en compte spécifique pour les utilisateurs stimulants dans ce modèle-là.
Ce modèle-là abordait aussi la question de la nicotine comme défi spécifique. On en parle plus rarement, mais spécifiquement nicotine et stimulant chez ces personnes-là, le risque de mortalité en lien avec des problèmes cardiaques est vraiment potentialisé. Ça ne s'additionne pas, ça se multiplie. Donc, il y avait des mesures aussi à prendre, comment on peut sensibiliser et travailler avec ça, avec les personnes. La question du sevrage, on a vu tantôt les sevrages qui peuvent durer, un sevrage qui peut être assez important sur 4 à 10 jours, puis qui peut même avoir des effets qui se prolongent sur un mois. Bien, tout l'aspect sur l'humeur puis le risque suicidaire. Donc, la prise en compte du risque suicidaire, de l'humeur dépressive suite au sevrage, c'est aussi un élément qui parfois passe un peu inaperçu, mais qui est vraiment important et qui amenait un drapeau rouge dans le modèle. Si on regarde du côté des déterminants sociaux de la santé, dans les points de vigilance qui étaient présents dans leur grille d'analyse, la question des barrières d'accès aux soins, de la précarité économique aussi et résidentielle. En termes de prévention, ça veut dire quoi? Donc, approche de réduction des méfaits, si on le veut, l'implantation de stratégies de réduction des méfaits, donc les stratégies en elles-mêmes qui sont en bas. Donc, c'est sûr qu'il y a toutes sortes de revues de littérature qui montrent des effets positifs de différentes stratégies d'analyse de drogue. Il y a les bandelettes de fentanyl, les services de consommation supervisée qui devraient inclure aussi la question de l'inhalation, les dépistages ITSS, la PrEP et la vaccination. Mais dans cette implantation-là, il y a aussi d'avoir un souci pour la question des connexions sociales. Comment est-ce qu'on peut arriver à mettre en lien, à impliquer socialement les personnes, puis à tisser aussi une protection autour d'eux. Si on prend par exemple la prévention des surdoses, bien souvent quand on s'intéresse à qu'est-ce que les personnes font pour se protéger, parfois elles vont consommer seules pour se protéger de violence, pour se protéger de différents éléments. Mais à ce moment-là, par exemple, il y a des services virtuels de prévention des surdoses. On peut chercher. Donc, quand on donne des conseils, bien, on doit s'assurer de voir ça veut dire quoi ces conseils-là, ça fait-tu du sens dans le contexte de vie de la personne. Donc, c'est un modèle intéressant. Puis ensuite, donc, j'ai oscillé en présentant les défis et les approches. Mais cette matrice-là où on regarde en fonction des différentes parties d'intervention à prendre en compte, quelles sont les expertises rassemblées, quels sont les défis pour lesquels il faut être vigilant, puis par quelle approche on peut y répondre. C'est vraiment en ligne quand on regarde ça avec les différentes composantes d'une approche syndémique qui serait appliquée à une approche de réduction des méfaits intégrée. Donc, je le nommais, cohérente avec les principes de l'approche syndémique. On pourrait même dire, le PowerPoint sera disponible, puis je vais rajouter les listes de référence. Le texte de Smith en 2002, et je trouve, est inspirant. Il nous parle d'une approche de réduction des méfaits intégrée et intersectionnelle. Donc, la question de l'intersectionnalité, c'est de vérifier aussi c'est quoi nos sous-groupes qui sont marginalisés puis qui ont des facteurs de risque spécifiques, dont certains qui sont des éléments qui contribuent à des sources d'injustice en termes d'équité en santé. On parle ici des hommes GBRSA, on pourrait parler des femmes qui sont moins présentes dans nos structures de réduction des méfaits, entre autres quand elles nous parlent du sentiment d'insécurité qu'elles peuvent avoir, des risques de violence qu'elles peuvent vouloir éviter, des fois en évitant les ressources. Notamment le manque de ressources aussi où il y a de l'aide ou de l'entraide entre femmes sont des éléments dans nos travaux aussi qu'on va documenter. Donc, donc, intersectionnel, c'est aussi de prendre compte des différents éléments qui contribuent aux oppressions puis à la stigmatisation. Ça brise les silos entre les services, entre l'organisation, les silos entre les services, entre les organisations et entre les secteurs, qui tient compte des besoins spécifiques et des sources d'injustice vécues, comme je le mentionnais, qui vise aussi une approche holistique, c'est-à-dire l'amélioration des différentes sphères de vie, qui est centrée sur les besoins de la personne et qui respecte son rythme. Parce qu'en même temps, quand on met ça tout ensemble, ça ne veut pas dire qu'on donne tous ces services-là au même moment à la même personne. Il y a vraiment l'importance du respect du rythme aussi là-dedans, et qui est orienté vers l'amélioration de la qualité de vie des personnes et non seulement sur la diminution des risques. Et en fait, lorsqu'on améliore la qualité de vie, on en découle souvent une diminution des risques également. Je vois le temps qui file, donc je vais passer rapidement sur quand on parle d'une approche développementale. On a moins parlé des jeunes, je vais l'aborder très rapidement. Je fais une petite pub en même temps sur le guide d'intervention précoce jeunesse avec le code QR. On n'a pas développé beaucoup sur la question des stimulants. Par contre, on était dans une approche intégrée. On a développé des recommandations, mais je le positionne pour mentionner que
la réduction des méfaits en même temps, par une démarche Delphi avec des intervenants partout au Québec. Ça a vraiment été un consensus fort, puis ça a été intégré sur le fait que lorsqu'on est avec des jeunes qui ont une consommation à risque, l'importance de les aborder avec une approche de réduction des méfaits qui tient compte, qui peut vouloir dire diminuer la consommation, mais qui peut vouloir dire changer les contextes également. Donc, et ça peut aussi vouloir dire travailler avec la famille. Plus spécifiquement, il y a une revue sur ce sujet-là de Wiener qui est intéressant, qui nous explique aussi que, en termes de stimulants, c'est beaucoup l'utilisation non médicale des stimulants prescrits et le MDMA en contexte festif, qui sont les situations les plus fréquentes liées aux stimulants. Parmi les risques importants à prendre en compte en intervention au niveau des jeunes, c'est la question de l'exposition non intentionnelle aux opioïdes, dont le fentanyl. Mais ça peut être aussi d'utiliser des opioïdes ou d'autres dépresseurs, on parlait des benzodiazépines, pour se calmer avec les risques que ça peut comporter. Donc, la question du polyusage revient vraiment beaucoup dans différents types de travaux que j'ai pu identifier, incluant l'aspect du côté festif, comme on le mentionnait, ou même des jeunes dans différents autres contextes que le contexte festif. Le polyusage, souvent, on va sous-estimer les risques qui sont liés à ça. Ça me fait penser, j'ai eu le privilège d'accompagner un pharmacien, mais ça fait déjà 15 ans, Faisal Assi. Il y a une mémoire là-dessus sur la question du mésusage des médicaments ou d'utilisation hors prescription des médicaments. Puis le fait de mêler plusieurs substances, c'est quand même une pratique qui peut être assez populaire dans un contexte où on est curieux, on est en groupe, on fait des fêtes. Donc, c'est un élément à prendre attention. Donc, explorer toujours les motivations, la place du stimulant dans la vie de la personne, d'amener, si on le peut, d'impliquer les parents, les sensibiliser à l'approche de réduction des méfaits, ça veut dire quoi? La question de la naloxone, tant pour les jeunes que pour la famille, on tend à la négliger lorsqu'on parle des plus jeunes, mais pourtant, quand on regarde les statistiques, ils font partie des victimes aussi des surdoses, puis des fois, on oublie cette population-là. La question de l'encadrement des médicaments aussi, qu'on peut discuter avec les parents, comment on peut amener un environnement sécuritaire. Ça, je le nommais. Fait que les bandelettes aussi de détection fentanyl ou l'analyse de drogue qui sont des modalités à rendre accessibles. Et puis aussi d'explorer les modes de consommation et les pratiques à moindre risque. Donc, c'est des éléments qui sont relevés plus spécifiques. Ensuite, comment l'appliquer? Je voulais nommer qu'il y a des outils qui existent. Donc, déjà, l'ESCODI ici au Québec produit des guides concrets qui vont favoriser l'application de bonnes pratiques. Donc, je les mets juste pour vous soyez curieux, vous pouvez googler. Il y a la Fédération Addiction en France aussi qui va en détail sur les éléments qui peuvent entraîner un dialogue sur les risques liés à l'utilisation du matériel d'injection et du matériel d'inhalation qui est vraiment bien fait si vous voulez aller plus loin sur les pratiques plus concrètes. Puis, je terminerai peut-être sur les éléments concrets, en fait, sur des recommandations qui retombent sur on parlait de placer au centre les personnes qui utilisent des substances quand on réfléchit les interventions. Puis, on avait fait, ça date déjà de quelques années, mais je relisais, je me suis dit, bon, quand je réfléchis sur qu'est-ce qui s'applique aux stimulants, on a eu, dans un projet qui était co-dirigé par Julie Bruno puis Élise Roy, un volet qualitatif que j'ai eu le plaisir d'orchestrer, où on s'est intéressé à la signification de la prise de risque, puis à l'expérience entourant la santé mentale et l'interrelation, comment on pouvait en prendre en compte, entre autres en réduction des méfaits. Puis quelques constats, si j'ai le temps. Oui? Oui, ça va. 5 minutes, c'est bon, c'est ça, oui, c'est parfait. Avec un 5 minutes pour quelques petits constats. Alors, un des constats qui est intéressant, c'est de voir que la prise de risque était souvent liée au risque perçu. Moins je perçois de risques, plus je vais prendre de prise de risque, nécessairement. Donc, puis on voyait que, évidemment, la seringue, le fait de s'injecter, c'est quelque chose qui était conçu comme très à risque et qui amenait, comme on le verra, de l'anxiété. Mais que le partage des autres matériels d'injection, le partage de pipe, on avait une perspective différente qui amenait donc des prises de risque aussi différentes. Mais ce qui répondait pas tout à fait au même facteur, c'est la question de la consommation par binge, c'est-à-dire de consommer des grandes quantités pendant une grande période de temps jusqu'à temps qu'on sente qu'on n'est plus capable.
C'était perçu comme très à risque, mais ça arrivait ponctuellement dans leur vie, lié vraiment à des moments de détresse très élevés. Donc, dans ce contexte-là de perte de contrôle, le fait de sensibiliser que c'était à risque, c'est peut-être pas ça l'enjeu, parce que c'est ce qu'ils ils savaient que c'était très à risque, mais c'était vraiment lié à souvent des moments clés de grande détresse. Donc ça, c'est des exemples là, où est-ce que, par exemple, les pipes à crack, on peut être sceptique à se demander si ça vaut vraiment la peine d'avoir toujours notre matériel, parce que quand même, ça vient tellement chaud, par exemple, que je ne sais pas trop s'il y a des risques. Donc, il y a des questionnements sur la pertinence de se préoccuper, par exemple, de ce matériel-là. Mais peut-être davantage dans les quelques minutes que j'ai, je voulais mettre en évidence les liens entre santé mentale et prise de risque. Donc, le binge, j'en parlais. Le pattern typique, c'est vraiment des événements de vie difficiles qui pouvaient, ou parfois pour certains, c'est de la recherche de sensations extrêmes, mais vraiment la détresse psychologique entourant des expériences de discrimination, d'oppression ou des événements de vie plus traumatisants. Et aussi, dans les événements de vie traumatisants, cet extrait-là montre aussi le lien avec l'itinérance. Quand on a une approche plus large, bien, le fait de les périodes d'itinérance, c'est des périodes où, à un moment, quand on se sent en survie, bien, c'est difficile de se mobiliser dans des initiatives pour prendre soin de notre santé. Donc, expliquer comment, dans ces moments-là, associés à des grandes détresses, bien, il y avait plus de prise de risque. En même temps, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que le fait de prendre des risques, c'était vraiment quelque chose d'inconfortable. Puis comme on le verra ensuite, ça pouvait motiver ensuite de les réduire. Beaucoup d'anxiété liée à la binge, la consommation par binge de cocaïne, peur de la surdose, mais aussi beaucoup peur de la folie. Ils nommaient comme ça, donc on utilisait leur terme, peur de la psychose. Également peur et beaucoup d'anxiété liée au stress relationnel et financier. En lien avec le partage de matériel, il y avait bien sûr la peur du VIH, hépatite, mais aussi en lien avec la stigmatisation, la peur des abcès et des marques visibles de leur consommation. Puis le fait, en fait, d'avoir cette anxiété-là, en même temps, c'était un moteur à certains autres moments, lorsqu'il y avait des moments qui étaient moins en instabilité, donc en dehors d'une période de grande détresse, en dehors d'un moment où l'instabilité résidentielle est très grande, lorsqu'ils se sentaient qu'il allait un peu mieux, bien, le fait de vouloir éviter cette anxiété-là, puis l'importance d'aller mieux pour eux. Donc, oui, c'est des personnes aussi parfois où on sous-estime le fait que c'est important pour eux leur santé, mais c'est lorsqu'elles se sentent dans des meilleures conditions où cette anxiété-là et le besoin aussi d'aller mieux allait les motiver pour diminuer les pratiques à risque. Alors, quelques constats clés. Vous rappelez que les personnes participantes se préoccupent de leur santé pour la plupart et recherchent activement un mieux-être. Hein. Donc, la recherche de mieux-être dans l'approche, les principes et valeurs de la réduction des méfaits, ça correspond beaucoup à ce qui était nommé aussi dans les entrevues. Bien souvent, ça va être sans service, beaucoup de stratégies spontanées de réduction des risques. Donc, important d'identifier ce qu'elles font déjà dans leur vie et de soutenir ces capacités-là, puis la capacité à réactiver ce qu'elles trouvent important, puis ce qu'elles sont capables d'appliquer. Parfois aussi, il faut être sensible parce qu'entre autres, j'en parlais de l'article de Rocio Mota-Ochoa aussi, c'est que parfois, il y a des stratégies, par contre, qui peuvent amener un danger, surtout dans le co-usage, le fait de vouloir se calmer après une prise, par exemple, de stimulants. Donc, parfois aussi, on peut aider à réaligner certains éléments qui sont au départ motivés par le bien-être. Pourquoi aussi s'intéresser à c'est quoi le moteur de la motivation de vouloir réduire, contrôler ou cesser la consommation? Ce qu'ils nous disaient, c'était pour améliorer leur santé mentale, s'occuper aussi de leurs maladies chroniques, qui peuvent être multiples. On parle, ça fait partie aussi de la syndémie. Il y a plusieurs autres problèmes de santé chronique qui sont fréquents. Pouvoir se faire opérer, par exemple, pour leur santé, améliorer leur santé en lien avec le VIH, VHC, ne pas mourir, éviter les surdoses. Je vais avancer. Donc, peut-être celui-là, c'est peut-être aussi l'important aussi de l'implication sociale. Donc, non, c'est pas celle-là, c'est plus loin, je m'excuse. C'est ici. Donc, les stratégies pour améliorer leur bien-être puis diminuer leur détresse étaient aussi fréquentes, puis toute l'importance de la connexion sociale, qui était aussi au cœur du modèle syndémique que j'ai présenté précédemment, c'est aussi un élément qui est majeur au niveau de l'inclusion sociale puis de la connexion. Alors, je vais aller tout de suite à la fin pour ne pas abuser du temps. Ce que nos résultats, lorsqu'on s'intéressait aux trajectoires de vie et à leur expérience, l'importance d'être à l'écoute de la détresse, ouvrir des portes aussi pour favoriser l'expression de leur détresse au bon moment,
se centrer sur leurs forces et leurs succès pour les accompagner. Puis aussi, la question de la référence, je n'ai pas eu le temps de le montrer, mais c'est intéressant de voir, quand on parlait des approches communautaires, ils vont vraiment décrire d'abord beaucoup d'efforts pour aller mieux sans les services. Souvent, ils vont créer un lien de confiance avec des milieux de proximité du secteur communautaire essentiellement, et ça va prendre du temps tranquillement à se sentir en confiance. Et toute la question de passer le lien de confiance et comment la mise en place de cette approche intégrée, holistique, est souvent fondée dans les expériences positives qu'on a pu documenter sur un réel travail de collaboration entre les soins plus spécialisés et le secteur communautaire, où il y avait un passage du lien de confiance, et ceci en prenant vraiment le temps de prendre soin de cet accompagnement-là, de la mise en lien, qui ne soit pas brusque en fait. Puis le fait quand on a une alliance puis un lien de confiance, bien, un grand pouvoir qu'on a, c'est de passer ce lien de confiance-là, donc d'identifier nos alliés dans les différents secteurs, organisations, amis, c'est aussi un élément qui est majeur. Je vais m'arrêter là-dessus.